Dans l'arthrose, on note un déséquilibre entre cette dégradation liée à l'usage exagéré ou aux contraintes exagérées et sa reconstitution. Le cartilage subit une hyperpression. Il s'ensuit un espèce de stress au niveau des cellules qui le constituent. Ces cellules vont avoir un métabolisme ralenti et n'auront plus le temps de se régénérer. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, soyez les bienvenus sur Beurre FM. Je suis très content de vous retrouver. On va parler de vos cartilages ce matin. Nous allons parler d'arthrose avec mon invité, le docteur Odile Picarpet. Bienvenue. Merci. Vous êtes médecin généraliste et spécialiste des oligo-éléments et vous publiez Arthrose, combat gagnant aux éditions du Rocher. Il faut dire que chez vous, on s'occupe et on s'intéresse à l'arthrose de père en fille. Hein. Tout à fait. Mon père, qui était le docteur Henri Picard, a exercé dans une station thermale qui s'appelle Bourbonne-les-Bains et où l'on traite l'arthrose essentiellement et les autres rhumatismes. Et il a initié les premiers traitements pour lutter contre l'arthrose en traitant ces patients en dehors des périodes de cure thermale. C'est-à-dire en post-cure. Voilà, tout à fait, dans la saison hivernale, notamment par les oligoéléments qui sont contenus dans l'eau thermale. Et il a obtenu d'excellents résultats dans l'arthrose notamment. Au fur et à mesure des années, il constatait que les lésions d'arthrose s'étaient stabilisées, voire améliorées, et même radiologiquement, enfin cliniquement certes, mais radiologiquement également. C'est-à-dire qu'on le voyait à la radio. Voilà, tout à fait. C'était prouvé au niveau des donc, lésions et du cartilage. Voilà, donc il continuait à prescrire les oligoéléments dans les intersaisons et à conseiller également aux patients de revenir en cure thermale. Et ces deux traitements associés apportaient un bénéfice énorme. Et voyant ces résultats, il a partagé ses découvertes, si on peut dire, en publiant plusieurs livres. Voilà, il a créé une société d'études des oligoéléments. Il a formé, entre guillemets, d'autres confrères. Et tous ces résultats ont pu être partagés par des médecins et ont pu bénéficier à de nombreux patients. Oui, et ça, c'était il y a très longtemps. Il y a plus d'un demi-siècle. C'était dans les années 50. Malheureusement, il est décédé en 1985, mais ses études se sont prolongées et j'ai moi-même pu bénéficier de cet intérêt scientifique, de son partage et j'ai pu essayer de prolonger un petit peu ses recherches et ses applications thérapeutiques par les oligoéléments notamment. Alors qu'est-ce qui a amené votre père à s'intéresser justement à un traitement à base d'oligoéléments? Parce que à l'époque, dans les années 50, vous aviez de l'arthrose, c'était comme ça, pas autrement, on sentait un petit peu les symptômes et puis voilà. On donnait de l'aspirine, du paracétamol et puis c'était tout. Ce qui l'a intéressé, c'était justement les réactions intéressantes des patients en station thermale. Et il s'est dit, tous ces oligoéléments qui sont contenus dans l'eau thermale, pourquoi ne pas les donner per os également? On pourrait avoir une efficacité et c'est ce qu'il a observé. Parce qu'au début des traitements... Per os, on explique. Ça veut dire par voie orale, pardon. Et même à l'époque, on pouvait prescrire les oligoéléments en intramusculaire. Ce n'a plus été permis, notamment pour des raisons sanitaires, mais à la fois le traitement à la fois par voie orale, par voie locale, de par les saisons thermales, et par voie intramusculaire, donnait d'excellents résultats. Alors on va expliquer ce matin ce que c'est que l'arthrose. Ça nous concerne tous, ça concerne nous, mais aussi les animaux d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Moi, ça m'est arrivé de conseiller à des patients, pour leurs chiens notamment, des traitements. Et j'ai encore une patiente qui donne à son chien régulièrement des oligoéléments dans sa nourriture et avec beaucoup de succès. Et mon père dans sa société, avait des vétérinaires
vétérinaires. Les vétérinaires se sont depuis longtemps intéressés au traitement de fond pour soigner les animaux, notamment les chevaux, qui sont souvent atteints d'arthrose et que l'on est malheureusement parfois obligé d'euthanasier pour ces raisons-là. Et j'ai dans ma famille une tante qui soignait ses chevaux avec des injections d'oligo-éléments conseillées par mon propre père. Donc en intramusculaire, elle faisait des piqûres et ça atténuait leurs arthroses, car les chevaux sont très très susceptibles à l'arthrose. Alors l'arthrose est une maladie évolutive et même parfois lentement évolutive, qui au début ne se voit pas. Oui. D'ailleurs, quelle est la partie qui est atteinte ? Alors, chez l'homme, les articulations les plus souvent atteintes, ce sont d'abord les doigts, le dos, ensuite les genoux par ordre de fréquence, oui. les hanches, et puis après de façon dégressive dans les statistiques, les chevilles, les épaules, voilà. Et puis enfin les coudes, c'est très rare, mais le plus fréquent c'est quand même les doigts et puis le dos. Et puis, alors les doigts, on les voit d'ailleurs. Ça se voit. Voilà, parce que c'est le bout des doigts qui se déforment. Voilà. Et on voit les personnes qui souffrent d'arthrose. D'ailleurs, beaucoup plus les femmes. Oui, tout à fait. Les femmes sont plus atteintes d'arthrose, notamment des doigts, que les hommes, notamment aux abords de la ménopause. Il y a probablement une dysrégulation hormonale qui fait que l'arthrose s'installe plus facilement. Donc les femmes sont plus atteintes pour les doigts. Après, pour le dos, ça s'équilibre. Et on peut dire qu'après 10 ans, plus de 50% de la population est atteinte du dos, sans pour autant avoir des symptômes particuliers. L'arthrose peut être au début tout à fait indolore, bien vécue, mais quand elle évolue trop, elle devient douloureuse. Même si ça se déforme, ça peut être... Alors, en général, quand on a des déformations, elles sont douloureuses. Ouais. Au niveau des doigts, ça commence par les articulations des bouts des doigts, qu'on appelle les interphalangiennes proximales, sont vraiment les extrémités. Et au début, ça peut avoir un caractère extrêmement douloureux. Et puis, une fois que cette phase d'installation est passée, ça devient surtout enraidissant, gênant pour la mobilité, la préhension, la force est diminuée, et ça peut toucher également les pouces. Là, c'est très invalidant parce que c'est une articulation essentielle. Lorsque l'on pince, lorsque l'on saisit, on peut avoir une diminution de la force, une diminution pour découper, qui peut aller jusqu'à une gêne à l'épluchage des légumes, une gêne pour découper sa viande. Ça peut devenir extrêmement invalidant et ça peut impacter l'autonomie des patients. Alors évidemment, quand ça fonctionne, on s'en rend pas compte de l'utilité du pouce. Finalement. Voilà, tout à fait. Mais quand on est impacté dans sa vie personnelle et souvent dans sa vie professionnelle, parce que lorsque l'articulation des pouces est impactée, ça peut gêner quelqu'un qui fait du jardinage sur le plan professionnel, quelqu'un qui est actif, qui est menuisier, qui est maçon. Tous les métiers de la coiffure, voilà, tout à la fait. boucherie. Exactement. Et puis, même les métiers où l'on utilise ses mains pour des gestes plus fins. Alors, la dentisterie, les dentistes peuvent être extrêmement gênés parce qu'ils ont à la fois des gestes fins et des gestes en force. J'ai une patiente notamment qui était très impactée pour les extractions dentaires, et avec le traitement, elle avait une arthrose donc du pouce qu'on appelle la rhizarthrose, et grâce au traitement, elle a pu à nouveau faire des extractions dentaires sans pénibilité, et d'ailleurs prolonger son activité plusieurs années alors qu'elle aurait dû sans traitement s'interrompre a priori. Alors, c'est une maladie du cartilage. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors, il se passe que le cartilage subit une contrainte, une hyperpression. Et il s'ensuit un espèce de stress au niveau des cellules qui le constituent, que l'on appelle les chondrocytes. Ces cellules vont avoir un métabolisme ralenti et ces cellules n'auront plus le temps de se régénérer, alors que normalement, il y a un équilibre dans le métabolisme du cartilage. C'est un tissu qui peut s'abîmer un peu dans la journée sous
à cause de nos contraintes, de nos activités, mais qui a tendance à se régénérer la nuit. Et dans l'arthrose, on note un déséquilibre entre cette dégradation liée à l'usage exagéré ou aux contraintes exagérées et sa reconstitution. Et c'est ce qui fait que finalement l'usure du cartilage se voit par un amincissement. La couche de cartilage, c'est ce que l'on voit au niveau d'un os, par exemple un os de poulet. Vous avez la couche blanche lisse qui recouvre l'extrémité osseuse. Vous voyez que c'est bien lisse, que c'est et entre les deux extrémités de deux os, hein, si vous prenez une patte de poulet, vous avez deux extrémités osseuses, et entre ces deux extrémités osseuses bien lisses, bien blanches, il y a un interligne. Et lorsque l'on a une usure exagérée, la surface cartilagineuse est moins bonne, elle s'érode, et l'interligne entre les deux os s'amincit, cet espace s'amincit, ce qui fait finalement que les deux os peuvent frotter l'un contre l'autre. C'est ce qui crée ces espèces de bruits que l'on entend, ces frottements, et peu à peu, la situation se dégrade. Alors, on va expliquer quel est le rôle d'ailleurs du cartilage au sein de l'articulation. Alors, il a un rôle de roulement. C'est un amortisseur? Non, oui, d'un amortisseur, et puis il permet le roulement, le fonctionnement en rotation, en flexion, toute la mobilité, comme un roulement à billes, si vous voulez. Et plus il est usé, plus c'est difficile. Et par ailleurs, donc le liquide synovial, qui est un petit peu le lubrifiant de l'articulation, parce que vous avez donc les deux extrémités osseuses, entre les deux du liquide. Et si ce liquide a un moins bon métabolisme également, il finit par devenir moins abondant, et tout fait que l'articulation finalement est de moins bonne qualité, et les deux os peuvent se rapprocher, et ça génère toute la raideur, la douleur, et on peut avoir parallèlement des signes d'inflammation qui s'en suivent, avec des douleurs importantes, des rougeurs, une articulation qui devient beaucoup plus invalidante. D'accord. Qu'est-ce qui amène les gens à consulter? Le premier symptôme qui amène les gens à venir vous voir? Alors, c'est la douleur. Hein, ce sont, par exemple, on va prendre un exemple concret, une patiente qui se met à avoir mal au genou dans les escaliers, par exemple. Elle sent une raideur, une douleur à la montée, à la descente, qui est au début un petit peu insidieuse, et puis qui devient quasiment permanente, avec progressivement une difficulté à monter même un étage. Bon, cette douleur s'accompagne parfois... Alors, cette douleur, elle est de type mécanique, c'est-à-dire qu'elle a lieu à l'usage, et elle se calme bien au repos. C'est-à-dire que la nuit, normalement, cette patiente ne va pas souffrir. Peu à peu, la gêne devient de plus en plus importante, à tel point qu'elle est obligée de prendre un ascenseur, et la jambe peut même parfois se dérober. Ça peut être un genou, les deux, ça peut être uni ou bilatéral. Et dans le cas le plus fréquent, elle est amenée à faire des radios, elle consulte, elle prend du Doliprane, ça passe, mais la douleur persiste avec une raideur, et parfois la jambe peut donc lâcher. Donc les radios montrent à ce moment-là parfois peu ou un peu de lésion, avec des pincements articulaires. Alors, ce qu'on appelle une lésion au niveau des articulations, qu'est-ce que c'est? Alors, radiologiquement, ce que l'on peut voir, c'est un pincement, c'est-à-dire un amincissement de l'épaisseur entre les deux os, de l'épaisseur du cartilage, et cet amincissement du cartilage, de l'épaisseur du cartilage, amène cette usure et cette gêne mécanique que j'expliquais tout à l'heure, avec le frottement. Donc, cette patiente, à partir de là, sait qu'elle a de l'arthrose, et elle va avoir une raideur mécanique le matin en se levant. Elle peut avoir un temps de dérouillage, ce qu'on appelle le dérouillage, et puis une gêne fonctionnelle. Alors, si c'est une arthrose qui ne la gêne que dans les escaliers,
ou en se levant. Alors ça peut être une gêne aussi au lever le matin, les premiers pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est chaud, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Alors si ça c'est le cas d'une arthrose en fait quand on est gêné dans les escaliers et en descente ou en montée dans les côtes, c'est une usure entre le fémur et la rotule. Entre le fémur et la rotule, c'est ce petit os, cette espèce de petite palette que l'on a devant le genou qui vient coulisser sur le fémur. Et ce sont tous les mouvements de flexion-extension qui vont gêner la patiente. S'il y a une usure entre le fémur et le tibia, ce sont les mouvements de pression en verticale qui vont être impactés. Et là, les patients ont mal également en terrain plat. À chaque pas, vous avez une pression du fémur sur le tibia qui fera que vous serez gêné également en terrain plat. Alors, on évalue souvent la distance. Alors, quand c'est une gêne dans les escaliers, on évalue le nombre d'étages. Quand c'est une gêne en terrain plat, on évalue la distance parcourue sans douleur. Ça nous donne le degré d'invalidité. Par exemple, on demande aux patients, en terrain plat, vous êtes gêné au bout de 500 mètres, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et là, on peut avoir le degré de gêne. Mais en tout cas, ça se voit à la radio, donc ça permet de... Au début, ça se voit pas forcément. Les lésions sur des radios standards ne sont pas forcément visibles. Donc, on est parfois amené à prescrire une IRM, par exemple, qui donne un diagnostic un petit peu plus affiné. Alors, on parle de l'arthrose, un sujet qui concerne beaucoup de gens. On me demande de répéter le nom du docteur. Mon invité ce matin, c'est le docteur Odile Picard-Pey. On PEX. Paix, comme la paix. Voilà, paix comme la paix. Voilà, vous êtes médecin généraliste et spécialiste des oligo-éléments. Dans votre pratique, vous voyez de l'arthrose depuis au moins 40 ans, puisque dans votre livre, vous avez vous racontez un petit peu des cas cliniques. Des cas cliniques, sur une longue période. Voilà, pas tout à fait 40 25 ans, voilà. Fait, vous prenez des exemples de gens que vous avez soignés. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une prise en charge qui est globale, qui inclut les oligo-éléments. Oui, c'est ça que vous êtes là ce matin. Et c'est pas parce que ce sont des oligo-éléments qu'on y va et qu'on fait de l'automédication. Surtout pas. Il faut d'abord consulter, faire un diagnostic. Quand on a mal quelque part, c'est important de faire un diagnostic précis. Vous pouvez avoir une douleur du milieu du dos et en réalité, cela peut couver un ulcère à l'estomac, un début de maladie coronarienne, des problèmes digestifs, donc autres même du côlon. Donc c'est très important en priorité d'aller consulter son médecin qui saura faire l'examen clinique. Il faut se faire examiner, ensuite savoir quels examens le médecin va prescrire, des radios, un bilan sanguin, de façon à exclure autre chose que de l'arthrose. Après, quand on a éliminé toute autre lésion ou toute autre maladie, qu'elle soit inflammatoire, on peut par exemple avoir mal dans les doigts, se dire tiens c'est de l'arthrose, mais non, ça peut être une polyarthrite rhumatoïde qui débute. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est une maladie inflammatoire qui touche plusieurs doigts, qui fait mal la nuit, donc qui réveille le patient la nuit, alors que l'arthrose c'est une maladie qui se calme bien au repos. Et les doigts peuvent être périodiquement dans l'arthrose, chaud, douloureux, un petit peu gonflé, mais c'est périodique, ce n'est pas permanent, comme ce serait le cas dans une polyarthrite rhumatoïde. Donc, savoir bien faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel entre les pathologies. Et toujours pour en revenir au dos... Alors, il y en a une autre aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Oui, qui associe des lésions articulaires de type inflammatoire, encore une fois, et des lésions de psoriasis cutanée qui atteint le cuir chevelu, la peau. Donc ça, c'est aussi une maladie inflammatoire chronique. Donc ça n'a rien à voir avec l'arthrose et il faut savoir bien faire ce diagnostic différentiel, que ce soit pour le dos ou pour les mains ou pour d'autres articulations d'ailleurs, pour une épaule, savoir si c'est une tendinite, savoir si on a à la fois une tendinite d'épaule et une arthrose, donc c'est important de faire ce diagnostic. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Et le médecin donc va prescrire des examens
approprié, une radiographie, une échographie, voire une IRM, pour précisément savoir ce qu'il y a. Et puis parallèlement, des examens biologiques, en sachant que dans l'arthrose, la biologie n'est pas perturbée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perturbation de type inflammatoire que l'on aurait dans une polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Le bilan sanguin, a priori, dans l'arthrose est normal. Même si on a des poussées inflammatoires dans l'arthrose. Alors, si, on peut avoir périodiquement une atteinte inflammatoire avec une vitesse de sédimentation un petit peu augmentée, mais c'est périodique, alors que dans une maladie inflammatoire chronique, c'est permanent. On a de l'arthrose l'image d'une pathologie qui touche les seniors? Pas du tout. L'arthrose atteint malheureusement des patients de plus en plus jeunes et on remarque notamment une usure prématurée chez les patients qui, jeunes, ont pratiqué des sports de haut niveau, des sports à risque d'invalidité, comme les sports de ballon, le foot, le rugby dont on parlait en aparté tout à l'heure, la course à pied, donc tous les sports, le tennis par exemple, tous les sports de haut niveau avec des contraintes articulaires, notamment en courant ou en ayant des traumatismes au foot et au rugby, un petit peu répétitifs, même très répétitifs. Tout cela peut être à haut risque d'arthrose et malheureusement le jeune, quand il a des traumatismes ou dans les sports de combat par exemple, le judo, le karaté, tous les sports de combat peuvent impacter certaines articulations, mais le jeune, encore une fois, il a un peu mal, ça va mieux, lui ne voit pas cela d'une façon dans un angle de dégénérescence, d'arthrose plus tard, il ne réfléchit pas, il vit l'instant, il est entraîné, il est coaché, tout le monde l'incite à persévérer dans sa pratique sportive. Seulement, plus tard, les dégâts surviennent et là, il est parfois trop tard. Et moi, je vois souvent des patients d'une trentaine d'années qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de hanches. Cela peut être les danseurs. Les professeurs d'éducation physique, donc les grands sportifs de haut niveau ou de moyen niveau. Et puis maintenant, faire du sport, c'est devenu une nécessité absolue. On nous le conseille. Donc, quelqu'un de jeune qui, à partir de 25 ans, se met à courir, 25-30 ans, courir, faire des compétitions, des marathons, il peut user prématurément ses genoux, ses hanches, son dos. Et ça, je vois souvent des patients de 35-40 ans qui arrivent avec des lésions que j'aurais plutôt attribuées à une patiente ou à un patient de 70 ans. Mais non, ils ont des corps usés prématurément. Et c'est terrible. Et est-ce qu'on aurait pu prévenir ces lésions? Mais bien sûr, on aurait pu prévenir par une consultation préalable. Au niveau des enfants, c'est très important de savoir s'ils ont des malpositions articulaires, tendance à la scoliose par exemple pour leur dos, une tendance à avoir un mauvais axe des jambes, des fémurs par rapport au tibia, etc. Un examen préalable est indispensable auprès d'un médecin scolaire ou d'un médecin du sport. Et puis après, surveiller l'enfant, surveiller les traumatismes. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Un de nos fils faisait du judo, très jeune enfant, et il a eu 2 entorses cervicales. Ça m'est arrivé d'aller au cours, de dire maintenant c'est terminé, on arrête. Et il s'est mis à l'escrime, ça a été beaucoup mieux. C'était pas un organisme qui était compatible avec la pratique du judo. Il faut aussi adapter le sport selon le terrain de l'enfant. Un enfant raide, notre fils était plutôt raide de nature, pour lui ça ne convenait pas le judo, ça convient pour des enfants jeunes. Par contre, la pratique... Souple, vous voulez dire plus souple. Plus souple, pardon. Oui. La pratique de l'escrime lui correspondait beaucoup mieux parce que ça l'assouplissait, mais c'était moins contraignant pour ses cervicales. Et à terme, il aurait pu développer une arthrose cervicale. Donc tout ça, c'est très important. Et moi, je vois nombre de jeunes ou de moins jeunes qui s'usent prématurément. C'est très dommage. Qu'est-ce que vous appelez un bec de perroquet? Un bec de perroquet. Oui, de perroquet, oui. Alors, en fait, quand une articulation s'use, quand la surface de cartilage s'abîme, l'os a tendance, par une réaction de défense, à accroître sa surface d'appui.
Donc, de part et d'autre de cette surface d'appui, tout à l'heure on parlait de petit os de poulet, là, on remarque un agrandissement de la surface et de part et d'autre, ça va créer un petit bec, une petite excroissance de part et d'autre de l'articulation. Donc, c'est ce qu'on appelle le bec de perroquet parce que ça a la forme d'un bec de perroquet. Voilà. Mais ça ne se voit pas forcément, en fait. Non, ça ne se voit pas physiquement, ça se voit à la radio. Pourquoi les patients qui sont en surpoids et les patients obèses ont plus d'arthrose des mains que les autres, alors que leur poids, finalement... n'impacte pas l'articulation des mains. Voilà. Alors, il faut savoir que les cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, ça on l'a découvert il n'y a pas très très longtemps, génèrent des substances qui sont pro-inflammatoires et cette inflammation peut induire une dégradation prématurée au niveau articulaire, notamment au niveau des doigts. Donc c'est pour cela qu'on remarque chez les obèses, on a observé qu'ils étaient plus prédisposés à l'arthrose des doigts. Mais les personnes en surpoids sont prédisposés de toute façon mécaniquement à des lésions d'arthrose des genoux, du dos, des hanches, des chevilles et ça c'est très très courant malheureusement. Et là aussi ce surpoids est un facteur de survenue d'arthrose prématurée. On voit des jeunes de 30-40 ans qui ont de l'arthrose rien que par leur surpoids. Il n'y a pas eu de sport en excès forcément par ailleurs. Le diabète et l'athérosclérose sont également en cause dans les survenues d'arthrose. Quel est le lien entre le diabète et l'arthrose? Le diabète induit un durcissement du cartilage, un durcissement osseux. Et donc, ce serait pour cette raison que le diabète induit de l'arthrose prématurée. Également, certainement, par un trouble du métabolisme vasculaire. On sait qu'il y a une atteinte vasculaire dans le diabète et dans l'athérosclérose, il y a également une atteinte vasculaire qui impacte la microcirculation articulaire. Bien. Alors, de même que les patients qui sont sujets aux troubles veineux ont plus facilement, notamment des troubles veineux des membres inférieurs, ont plus facilement une arthrose des genoux. Alors, les oligo-éléments sont utilisés, on l'a vu avec votre père, dans le traitement de l'arthrose depuis les années 50. Oui. Vous, quand quelqu'un vient vous voir, de quoi avez-vous besoin pour lui faire un traitement spécifique, adapté à sa pathologie ? J'ai besoin déjà de l'interroger, de l'examiner, de voir ses radiographies, de voir l'ampleur des atteintes articulaires, et puis de connaître son bilan biologique, de savoir comment il va par ailleurs, s'il a une insuffisance rénale, s'il est diabétique, s'il a du cholestérol. J'ai besoin de savoir aussi, de connaître sa façon de vivre, parce que le traitement, il n'est pas uniquement un traitement médicamenteux, c'est également un traitement d'hygiène de vie, un traitement global de prise en charge. On essaie d'expliquer aux patients en surmenage articulaire comment adapter son activité sportive, son activité de travail. Parfois, on est obligé de réorienter les patients, de leur dire écoutez, ce travail ne vous convient plus, il va peut-être falloir passer à un travail de bureau, arrêter les contraintes physiques. Donc, c'est toute une prise en charge globale. Et le traitement médical, je l'adapte selon l'état général, selon l'atteinte aussi psychologique qui peut découler de l'arthrose. Cette invalidité impacte les gens, les gênes parfois pour dormir, les troubles psychologiquement parce qu'ils se voient diminuer dans leurs activités, douloureux, et que ça finit par les perturber globalement, par les fatiguer aussi. Les patients sont fatigués par l'arthrose. Donc c'est une prise en charge globale et qui ne traite pas que l'articulation atteinte. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la lésion d'arthrose ? Est-ce qu'elle est réversible ou elle était irréversible ? Alors, dans la majeure partie des cas, j'essaie de stabiliser les lésions. C'est-à-dire qu'on ne refait pas une articulation neuve. Dans des cas beaucoup moins fréquents, on arrive à restructurer l'espace entre deux os qui était très minime. On arrive à recréer un petit interligne entre les deux articulations. Ça, ce sont des cas
très rare, mais dans la majeure partie des cas, on stabilise. Et c'est très important d'arriver à stabiliser parce que si on peut éviter, retarder, je parle par exemple du nœud hanche. Parce que je pensais exactement la même chose, et aux gens à qui on dit qu'il va falloir qu'ils aient une opération et qu'on leur mette une prothèse de la hanche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Voilà. Alors, si on prend le cas par exemple d'un patient qui arrive avec une arthrose de hanche pas trop évoluée, donc on appelle la coxarthrose, donc l'arthrose de la hanche. Alors, si son arthrose n'est pas trop évoluée, le traitement va permettre, dans le meilleur des cas, de la stabiliser. C'est-à-dire que au fil des ans, on surveille radiologiquement, cliniquement bien entendu le patient, et radiologiquement, si ces radios montrent une stabilisation, eh bien on est très satisfait. Le patient peut d'ailleurs, grâce au traitement en général, avoir une meilleure fonctionnalité, moins de douleur, moins de raideur, une distance à la marche qui s'améliore, moins de difficultés pour tailler ses ongles, pour enfiler ses chaussettes, pour monter dans sa baignoire, pour monter sur une bicyclette. Donc peu à peu, si son handicap régresse, s'il a une vie qui lui paraît à peu près satisfaisante avec le traitement et que les radios montrent une stabilisation, on peut être très satisfait. Vous distinguez l'arthrose primaire de l'arthrose secondaire. Quelle est la différence ? Alors, on peut avoir des arthroses primaires, c'est-à-dire que ce sont des arthroses qui sont liées à des malformations osseuses, articulaires que l'on acquiert dès la naissance. Cela peut être par exemple la luxation congénitale de la hanche. C'est une malposition de naissance entre la hanche, l'os du bassin et l'os du fémur, donc l'articulation coxo-fémorale. Cette malposition de la tête du fémur dans son cadre fait que il y aura une attitude vicieuse et une usure prématurée de la hanche. Cela peut être une scoliose. C'est un mauvais axe de la colonne vertébrale qui entraînera des contraintes exagérées, prématurées entre deux vertèbres, et à terme, à un relativement jeune âge, on observera des lésions d'arthrose. Pour la hanche, les lésions d'arthrose, en cas de luxation congénitale, cela peut être dès l'âge de 25 ans. Alors maintenant, heureusement, on dépiste à la naissance ces luxations de hanches. On lange les bébés en abduction, on fait très attention. Et de ce fait, on n'a plus autant d'arthrose dite congénitale. Pour le dos, c'est pareil. Les scolioses, on les dépiste bien. On peut avoir également des usures prématurées liées à des maladies des plateaux vertébraux qui ont lieu dans l'adolescence. La fameuse maladie de Scheuermann qui induit une usure prématurée des disques intervertébraux, donc entre deux vertèbres. Et ça donne des lésions d'arthrose vertébrale très jeunes. C'est fréquent, ça ? Non, heureusement. Parce que vous dites la fameuse... la fameuse parce que je suis médecin, je la connais, voilà. Mais heureusement, c'est pas très fréquent. Donc d'où l'intérêt de dépister chez un enfant, chez un jeune, des lésions un petit peu prématurées, de façon à organiser sa vie sportive au mieux. Voilà. Et les secondaires, donc, l'arthrose secondaire. Alors l'arthrose secondaire, ce sont des arthroses liées aux activités professionnel, un maçon par exemple, il porte des charges, il fait des efforts parfois surhumains, il prend parfois des postures qui ne sont pas du tout bonnes pour son dos ou ses hanches ou ses genoux, donc les usures professionnelles également, par exemple comme pour les professeurs d'éducation physique qui peuvent avoir des usures au niveau des hanches, des genoux prématurés, donc toutes les personnes qui portent des charges lourdes. Les chauffeurs de taxi, ils restent assis beaucoup, donc ils peuvent avoir des contraintes également au niveau de leur dos, de leur hanche. Et ceux qui aujourd'hui utilisent des téléphones portables et qui... Alors, est-ce qu'on commence à avoir des lésions au niveau des pouces, des doigts ? Tout à fait. Ces mouvements répétitifs faits avec le pouce en permanence peuvent générer des usures prématurées. Donc, les personnes qui utilisent leurs mains en force, la jardinerie, toutes les gens qui
qui utilisent leurs mains dans les mouvements de préhension répétés. L'ordinateur, ça a une incidence L'ordinateur, ou pas? je ne pense pas. Non, taper sur un clavier d'ordinateur, pas, vous n'avez non. pas vu ça encore. Ça donne plutôt des douleurs de type un petit peu de tendinite. Quel est l'oligo-élément anti-arthrosique par excellence? Alors, l'un des oligo-éléments les plus importants, c'est le cuivre. Le cuivre a une action anti-arthrosique qui a été prouvée en laboratoire lorsque l'on a mis des cellules de cartilage qu'on appelle les chondrocytes abîmés, arthrosiques, en milieu cuivré, donc dans une solution qui contenait du cuivre. On a remarqué que ces cellules se régénéraient. Donc ça a été prouvé et on l'observe évidemment cliniquement auprès de nos patients. Le cuivre est un anti-arthrosique et un anti-inflammatoire. Donc il est intéressant aussi lorsque les patients ont parallèlement des tendinites, qui sont des pathologies inflammatoires. D'autres oligo-éléments dans votre arsenal thérapeutique? Le manganèse, le cobalt, le soufre, parfois le magnésium quand on a beaucoup de contractures musculaires. Voilà, ça fait partie des oligo-éléments principaux. Et alors, vous traitez la silice également, pardon. Oui, vous traitez quoi? Vous traitez la douleur, la déformation? Qu'est-ce que vous traitez en fait? Alors, on traite l'arthrose qui a pour symptôme la déformation, l'usure, et la douleur. Donc, on traite tout. On traite la globalité. Donc la douleur, la raideur, quand on traite une articulation, c'est l'ensemble des symptômes qui en découlent également. Mais est-ce qu'il y a un âge finalement pour la prendre en charge? Est-ce qu'à 80 ans? Pas du tout. Il n'y a pas d'âge limite. Une personne qui est à même de prendre ses médicaments seule, de préférence, peut être soignée à tout âge. Il n'y a absolument pas d'âge limite. Et surtout, ce qui est important, c'est de soulager. Lorsque on a une patiente de 85 ans qui souffre, notre grand but, c'est de la soulager. On ne fera pas de miracle. À 85 ans, on ne récupérera pas, ou voire on ne stabilisera pas forcément l'articulation arthrosique, mais on empêchera qu'elle soit impactante dans la vie personnelle, trop enraidissante. Si on peut améliorer, faire régresser la douleur, diminuer la raideur, permettre à cette personne d'avoir une autonomie qui perdure plus longtemps grâce au traitement, on est très content. Même si on fait absolument pas de retour en arrière dans cette articulation d'une usure plus ou moins avancée. Alors, l'oligothérapie, c'est un traitement de fond, c'est sur la durée. Donc, vous, en quoi ça consiste, la prise en charge? Alors, ce sont des traitements en oligothérapie. Ce sont des traitements que moi, je prescris sur toute l'année, à des doses infimes. Donc, de façon à ce qu'il n'y ait pas de toxicité, oligo-éléments, cela veut dire, c'est traduit en anglais par trace element, ce qui signifie élément à l'état de trace dans l'organisme. Donc, on prescrit des doses infimes qui ont pour but d'améliorer le métabolisme de ce cartilage par des réactions enzymatiques. On améliore ce métabolisme. Mais ce sont des doses. Alors, très réglementés, infimes, mais il faut savoir aussi les utiliser. Donc c'est un traitement très précis. C'est pas parce que c'est infime que c'est pas efficace, donc il faut. Voilà, tout à fait. Et pas toxique. Et pas toxique. Voilà. Donc il faut savoir ce que l'on fait. Et c'est pour ça que moi je déconseille très fortement l'automédication. Il faut que ce soit initié par un médecin spécialiste, soit un oligothérapeute, soit un homéopathe qui connaît les oligo-éléments, soit un médecin acupuncteur, enfin des médecins qui font une prise en charge un petit peu globale. Voilà, tout à fait. Et alors, aux oligo-éléments, on associe également la chondroïtine, la glucosamine. Ah, vous expliquez là, parce que... Chondroïtine. Voilà. Chondroïtine et glucosamine, ce sont deux molécules importantes dans le métabolisme du cartilage, parallèlement aux oligo-éléments. Voilà. Donc tout cela, c'est une prise en charge assez complète. Bon. Et pour les bouts des doigts qui se déforment, alors je prescris notamment le cuivre, le soufre, le manganèse, le cobalt. Je prescris également de la silice. La silice peut être utilisée en application locale, parallèlement au traitement oral. Et puis, encore une fois, la chondroïtine, la glucosamine, voilà. Bien. Et c'est maintenant que vous donnez votre 06.
Peut-être pas. Non, bien. Non, mais c'est vrai que c'est très sérieux et on vous le dit souvent. C'est vrai que ces médecines naturelles, elles existent, mais pas d'automédication. On fait pas Surtout n'importe pas. quoi. Hein. Oui. Voilà. L'important avant tout, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire un bon diagnostic, enfin un diagnostic certain. Alors tout est dans votre livre, hein, pour ceux qui s'intéressent au sujet. D'ailleurs, vous avez écrit beaucoup de livres sur le sujet. Pas beaucoup, j'en ai écrit 4 au total. C'est pas mal, mais sur le sujet. Et votre père était déjà lui, c'était a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Donc on rappelle que le livre s'appelle Arthrose, combat gagnant. L'éditeur, c'est les Éditions du Rocher. J'ai vu que votre papa était déjà aux Éditions du Rocher. Tout à fait. D'ailleurs, en plus. Voilà. Et quand son dernier livre, il l'a écrit juste avant de décéder, et je me suis occupée de la publication. C'est comme ça que j'ai mis un petit pied dans l'édition. Voilà, tout à fait. Voilà, vous pouvez réécouter l'émission en podcast, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM, vous mettez des commentaires, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Merci docteur Odile Picard-Pey d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà, avec beaucoup de plaisir. Passez à la fois une très belle journée de mois de Ramadan pour tous ceux qui jeûnent et en belle santé sur Beurre FM.